République, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous recevoir à Judaïque FM. La période des fêtes se termine, mais nous avons aussi une fête à célébrer avec vous. C'est la sortie de votre livre qui va passionner tous nos auditeurs. Une histoire de famille aux éditions Robert Laffont, consacrée à l'exhumation de la part essentielle, qui est la part juive de votre famille. Une famille qui, on le sait, depuis plusieurs générations, a largement contribué à l'édification de la République. Alors je rappelle, pour ceux qui n'y auraient pas prêté attention, que vous avez été le président de l'Assemblée nationale, nommé en 2002. Vous avez été ensuite le président du Conseil constitutionnel pendant 9 ans, un peu plus de 9 ans, à partir de mars 2007, et vous avez été par ailleurs, antérieurement, à partir de la victoire de Jacques Chirac en 1995, son ministre de l'Intérieur. Les arcanes de la République vous sont donc extrêmement connus. Mais auparavant, j'étais magistrat pendant 20 ans. Et vous étiez par ailleurs donc magistrat et juge d'instruction. Vous y faites d'ailleurs allusion dans votre livre à cette fonction. Ça a visiblement déterminé chez vous aussi une qualité qui est celle de l'appréciation instantanée des individus auxquels vous avez affaire, parce que c'est vrai que dans une fonction de juge d'instruction, il faut tout de suite sentir à qui on a affaire. Mais on va commencer, si vous voulez, par une citation que j'ai retrouvée en lisant votre livre. C'est celle d'un grand théoricien de ce qu'on a appelé le franco-judaïsme. Il s'agit du spécialiste de la Perse, James Darmstaedter. Et il écrivait en 1892, donc 2 ans avant l'affaire Dreyfus, la Révolution française met fin à l'histoire matérielle du peuple juif. Elle ouvre en effet une ère nouvelle de sa pensée. Pour la première fois, la pensée juive se trouve en accord et non en lutte avec la conscience de l'humanité. Et il ajoutait enfin, ça c'est essentiel pour nous, en France se construit une société qui reflète l'idéal même du judaïsme, ses instincts, ses traditions. Est-ce que vous êtes, Jean-Louis Debré, en train de découvrir que vous êtes l'héritier de cette société qui s'est construite à l'abri du franco-judaïsme sous la Troisième République? Je découvre, et je le marque dans ce livre, je découvre tout ce que je dois à mes ancêtres. Oui, alors une lignée, on peut le dire. Une lignée dans laquelle il y a un grand rabbin, Simon, votre arrière. Oui, avant ça, c'est une petite famille qui vient de Bavière et qui, avec l'esprit des Lumières, va venir s'installer en France, car elle espère et elle croit profondément pour les Juifs, la possibilité de s'adonner à leur religion librement, à de ne plus être persécutés, à être citoyens. Et donc, il faut naître une espérance. Et ce livre, il est né d'une idée, est-ce que nous sommes libres dans nos comportements? Peut-être. Moi, je ne crois pas. Et je crois que tout ce que je dois, naturellement, le milieu influence, mais tout ce que je le dois à ma famille. Alors et notamment à quelqu'un qui va être extrêmement important, c'est le premier juif élu de la famille, le père du grand rabbin Simon Debré, qui va devenir, et c'est très important, parce qu'il croit en la République, parce qu'il croit à la capacité des hommes de permettre à chacun de suivre la religion, il va devenir un élu de la République. Alors justement, c'est Jacques, Yitzhak, il s'appelle Jacques Debré, c'est le père du grand rabbin, il sera le premier élu politique de la famille. Vous l'appelez d'ailleurs dans la petite biographie analytique du début du livre, vous l'appelez le patriarche. Est-ce que cet homme, d'après vous, pensait, comme James Darmstaedter que nous avons cité, que la langue même du monde moderne, et notamment de la France moderne, c'était celle des prophètes? Il espérait. Il espérait. Oui. Mais il n'entendait pas des harmoniques communes. Je peux pas parler à sa place. D'accord. C'est quand même trop loin. Je parle à la place de beaucoup, mais là, c'est trop. Je le pense profondément. Je le pense profondément, et c'est pour ça qu'il va quitter la Bavière et venir en France
dans ce but. Alors, il vient en France, il s'installe pas comment dire, à n'importe quel endroit. Il s'installe dans un village qui va rester d'ailleurs le berceau de la famille à partir de là, qui s'appelle Westhofen. C'est un village qui est situé en fait à mi-chemin entre Saverne et Strasbourg, aux alentours, au sud de Marmoutier, dans l'actuel département du Bas-Rhin. Vous y êtes retourné d'ailleurs, Jean-Louis Debré. Alors, en réalité, il s'installe à Tranheim, tout près de Westhofen, mais il va progressivement, puisque les deux villages sont côte à côte, il va aller à Westhofen. J'ai une petite anecdote. Il y a quelques années, le maire de Westhofen m'appelle, me dit il faut que tu viennes. Et dans le village voisin, à Tranheim, on avait restauré une vieille maison. Et en restaurant les combles, ils ont découvert une synagogue secrète. Et le chantre de cette synagogue secrète était Anselme Moïse, l'ancêtre de la famille. Alors ça, c'est l'ancêtre de la famille. Donc, il s'appelle Anschel Moïse. C'est son nom, on va dire, germanique au départ, enfin judéo-allemand, et il va le franciser. Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que Napoléon décide que les Juifs vont prendre un nom patronymique. Absolument. Mais il faut que ce soit un nom patronymique et qui n'ait pas de consonance juive. Mais Anschel est un profond croyant et il ne veut pas être à lâche. Alors, devant l'officier d'état civil, il va prendre un nom, Després. Et l'officier d'état civil marque Després, D-E-S, P-R-E-S, puis D-E, B-E, il va très bien. Et en réalité, en hébreu, Després, c'est la parole. Mais pas la parole pour dire n'importe quoi. Non. La parole pour transmettre. La parole prophétique, précisément. Hein, voilà. Pour transmettre. Et alors, il était parfaitement conscient de cette origine, de cette signification en hébreu du nom, et il l'a imposé sous couvert de francisation. C'est ça. Ce qui signifie qu'en fait, la francisation de Anschel, qui devient Anselme, est une francisation absolument consciente de son lien vital à la tradition juive et à sa transmission. Absolument. Il ne peut pas imaginer rompre avec sa tradition, avec sa religion, avec sa croyance. Et donc, oui, il devient français, oui, il prend un nom français, mais ce nom français est la marque de ses origines. Alors, vous êtes, donc un homme politique, très connu des Français, très apprécié aussi d'ailleurs pour son humanisme. Vous n'avez jamais varié sur certaines convictions, vous les avez exposées au moment parfois où c'était pas populaire de le dire. Votre conception de la citoyenneté est profondément humaniste et républicaine, hein. C'est pas le cas de tous les hommes politiques français aujourd'hui, c'est pas le cas de tous les acteurs du débat public. Est-ce que vous croyez, comme votre grand-père, alors c'est une autre figure importante, le pédiatre Robert Debré, qu'il y a dans la personnalité de chacun une part de l'inné irréductible? Alors je le crois profondément. Vous le croyez profondément? Je le crois profondément. Vous savez, il y a en nous des millions et des millions de cellules qui sont transmises par nos parents, nos grands-parents, etc. Et je crois que il y a en nous de l'inné. Alors, naturellement, il y a aussi de l'acquis. Mais je suis ce que je suis. Parce qu'il y a eu Anselme, parce qu'il y a eu le grand rabbin Simon Debré, parce qu'il y a eu Robert, mon grand-père, ce pédiatre remarquable, et mon père. Et ils m'ont apporté, et ils m'ont, peut-être même inconsciemment, ce regard à l'égard des religions, à l'égard de l'homme, car derrière toute religion, il y a une certaine vision de l'homme. Et donc oui, je suis ce que je suis grâce à ceux qui m'ont précédé. Donc par parenthèse, vous ne pensez pas comme certains modernes, comme certains hommes des Lumières, hein, que chacun en quelque sorte est l'auteur de sa vie, sculpte sa vie comme un sujet absolument autonome de son héritage. Je ne le crois pas, mais vous savez, c'est la grande phrase de Malraux. Il y a deux façons d'être un homme parmi les hommes. La première consiste à cultiver sa différence et la seconde à approfondir sa communion. Et moi j'ajoute, même si on approfondit sa communion, et même si on cherche à se détacher,
il n'en reste pas moins. Regardez, pourquoi, quand vous voyez un enfant, vous dites « Oh, comme il ressemble à son grand-père, comme il ressemble à son père, oh, mais c'est le portrait de sa mère ». S'il y a une transmission du physique, il y a naturellement aussi une transmission d'un certain nombre de cellules qui ont formé l'individu. Alors, je ne veux pas dire que l'école ne joue pas un rôle, je ne veux pas dire que le monde dans lequel on vit ne joue pas un rôle, mais il y a des fondamentaux. Jacques, Simon, Robert, Michel, nous venons d'en parler. 4 générations, 4 sensibilités, 4 regards sur la destinée du peuple juif à travers l'histoire, écrivez-vous Jean-Louis Debré. Mais, plus que tout, une absolue et commune fidélité au pacte scellé en 1791, la République est la patrie des Français, quelles que soient leurs convictions religieuses. On comprend aussi que dans cette famille Debré, au parcours singulier, au firmament de la République, de l'idée républicaine en France, il y a toujours eu un attachement viscéral au judaïsme et une certaine méfiance aussi, probablement, en tout cas pendant de nombreuses générations, à l'égard de l'idée sioniste. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour Anselme, sa patrie, c'est la France. La terre promise, c'est la France. La terre promise, c'est la France. Il sait que, écoute, Israël, il connaît bien tous les textes, mais ils ont tellement voulu que être considérés comme les autres, d'être des citoyens égaux à tous les autres, que lorsqu'ils obtiennent cela, eh bien, leur patrie, c'est la France. Ils ont fait un choix. Alors, vous avez 74 ans. Est-ce que vous parlez de cet aspect-là, de ce qu'on appellerait aujourd'hui votre identité, le mot est impropre, mais votre singularité, disons, d'être humain, parce que, au fond, votre carrière politique vous autorise aujourd'hui à prendre parti sur ce sujet, ou est-ce que c'est aussi la force actuelle, tellurique, de l'antisémitisme dans la société française qui vous conduit à dire, mais oui, mais moi aussi, je suis juif et je revendique cet héritage, j'ai cette fidélité-là en moi. Mais moi je le dis, et je le dis pas depuis quelque temps, je le dis depuis toujours, je suis juif par mon arrière-grand-père, le grand rabbin Simon Debré, pour lequel j'ai une immense admiration, car dans des moments extrêmement difficiles, il a fait évoluer le judaïsme vers une conception moins conservatrice, une grande admiration, parce que il était grand rabbin de Neuilly quand Drummond et tous les antisémites ont commencé à apparaître. Donc je suis juif par ma grand-mère, qui était arrière-grand-mère, qui était la fille du grand rabbin Trenel, qui a été tellement important pour la formation des rabbins en France. Je suis juif, mais je suis aussi agnostique, parce que le fils du grand rabbin, et d'ailleurs, les 2 enfants qui racontent comment ils allaient à la synagogue sont devenus totalement agnostiques. Mais pas athées, agnostiques. Tout en disant, comme le dit mon grand-père, chaque fois qu'il va dans une synagogue, il est impressionné, ému. Et puis, finalement, voilà une famille juive, l'héritier est agnostique, puis mon père, enfermé par les Allemands, va découvrir le catholicisme. Et je dis, moi je suis tout cela, et je n'ai jamais eu de rendez-vous avec Dieu. J'ai eu des rendez-vous avec mon arrière-grand-père, le Simon Debré, vous savez, pour écrire ce livre. Je me suis installé rue Ancel, face à la synagogue, parce que j'ai imaginé dans ce livre des dialogues entre l'arrière-petit-fils et le grand rabbin. Voilà, vous dites à un passant qui vous demande ce que vous faites là, vous dites, j'ai rendez-vous avec mon arrière-grand-père, il vous a cru. Et m'a cru. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où on ne vous écoute plus. Et il a trouvé ça tout à fait normal. Il s'est pas rendu compte que, compte tenu de mon âge... C'était assez invraisemblable. C'était assez invraisemblable. Voilà. Mais peu importe. Le transhumanisme n'est pas encore passé par là. Voilà. Et donc, si vous voulez, oui, je suis très admiratif de cet homme. Je prends un deuxième exemple, parce que c'est dans la famille. Le grand rabbin Simon Debré va ouvrir la synagogue de Neuilly, notamment aux femmes. Oui, alors il faut dire les circonstances. Donc il est né
en 1854. C'est donc un homme qui va œuvrer pendant la Troisième République comme grand rabbin. Il enseignait le Talmud au séminaire de la rue Vauquelin. Il était aumônier au lycée Janson de Sailly et il a approfondi sa réflexion sur le langage et les liens entre les langues anciennes, les cultures des hommes et la marque de Dieu. On peut dire que c'était un érudit du judaïsme. Une très grande culture. Comparable à James Darmstaedter, justement. Oui, tout à fait. Voilà. Et un homme qui va contribuer considérablement à la réforme intellectuelle du judaïsme. Oui, alors il est inquiet alors, car il voit les Juifs partir des campagnes et monter dans les villes. Et le développement du matérialisme, la rupture avec la culture de la il faut dire campagne. Que le judaïsme alsacien dont la famille est issue, même si elle vient à l'origine de Bavière, ce judaïsme alsacien dont vous avez marqué les riches heures, c'est un judaïsme en grande partie rural, en fait. Les gens l'oublient, hein. Alors, il y avait des juifs dans tous les villages. Et il y avait une synagogue, etc. Et d'ailleurs, le père de Simon, lorsqu'il devient conseiller municipal de Wechthofen, l'une des premières décisions qu'il incite à prendre, c'est que dans la commune de Wechthofen, il y ait la possibilité des 3 cultes. Le culte protestant, le culte catholique et le culte juif. Et donc, c'est lui qui va être à l'origine de ça. Mais le grand rabbin est inquiet parce que la disparition de la ruralité au profit des villes dissout les racines du judaïsme. Alors il va écrire des livres sur cela. Et il est inquiet. Il est inquiet parce que il a peur que le judaïsme perde son âme, entre guillemets. La saveur incomparable de votre livre, ce sont aussi ces dialogues imaginaires avec vos aïeux. Et alors justement, vous avez un dialogue avec Simon, votre arrière-grand-père, et il vous répond en marchant lentement. Le judaïsme, pour faire simple, Jean-Louis, tu sais, c'est avant tout un héritage, une histoire, une solidarité, une volonté de transmettre, un universalisme, mais aussi, ajoute-t-il, la référence à une parole qui se réinterprète régulièrement. Bref, une morale de comportement. Cette morale de comportement, elle vous a influencé, elle vous influence, Jean-Louis Debré? Elle m'influence tous les jours. Tous les jours. Alors, elle est fondée sur quoi? Mais elle est inconsciente. Inconsciente. Ouais. Mais c'est quoi, justement? Un certain sens de la fraternité humaine? D'abord, l'importance de la transmission. La transmission dans tous les domaines. Deuxièmement, il y a une solidarité, une fraternité. En réalité, pour moi, tout ça rejoint la République et rejoint les fondamentaux de la République. La fraternité, la solidarité, le regard sur les autres, la nécessité de transmettre un message. Si on est authentiquement juif, hein, en ce sens-là, au sens éthique du terme, il faut faire preuve de quoi? D'une bienveillance lucide sur autrui? Je pense que les juifs ont une responsabilité essentielle, c'est de montrer leur tolérance à l'égard des autres qui sont intolérants. Et c'est notre responsabilité, c'est notre culture, c'est notre tendre la main. Et quand vous entendez un journaliste qui est connu pour son appartenance, oui, mais on est obligé d'en parler, comme Éric Zemmour, par exemple, vous vous dites qu'il s'écarte dangereusement de ce que le judaïsme prescrit sur le plan éthique? Mais il s'écarte dangereusement de ce que la République prescrit. Alors, il y a de très belles évocations dans votre livre. Lui, c'est pas un dialogue imaginaire parce que c'était votre père, Michel Debré, en tant que Premier ministre. En 1960, vous êtes un jeune homme, vous avez 16 ans. Il reçoit à Matignon le fondateur de l'État d'Israël, qui n'est autre que David Ben Gurion, qui n'est pas là pour le coup dans sa retraite de Mitzpeh Ramon, mais qui se retrouve à Paris, au cœur du pouvoir français. Et il déclare « C'est du fond du cœur que je salue en lui un homme dont la ténacité a tout à la fois aidé à forger un peuple et diriger sa vie jusqu'aux plus hautes destinées. » On peut dire que c'est l'époque où votre père éprouve une tendresse pleine de gratitude à l'égard du jeune État juif. Oui, absolument. Les premières années politiques de mon père, sous la 4e et au début de la 5e, il sait ce qu'il doit à sa famille. Il sait ce qu'il doit au judaïsme. Il sait ce qu'il doit à ce pays qui a tant souffert, notamment après l'épreuve de la Shoah. Et là, puisque la famille, il y a plus d'une dizaine de membres de la famille qui ne sont jamais revenus d'Auschwitz, il a compris
Et ça l'a marqué, ça a marqué toute la famille. Et là, oui, il croit profondément en la valeur d'Israël, en la nécessité d'Israël. Mais il va un petit peu s'opposer. Il va évoluer, mais il va s'opposer à son père, le professeur Robert Debré, mon grand-père, qui, lui, comme un peu Simon, considère que l'État d'Israël, la religion ne doit pas s'assimiler à un État. La religion, c'est un choix, une raison d'être, et que si on s'associe à un État, si on devient un État religieux, on se compromet. Et donc Robert, qui a aussi vécu la résistance, aussi vécu l'un de ses cousins, il raconte que vous savez, je dis toujours que j'avais été très frappé, je fais une petite parenthèse, un soir, sur la fin de sa vie, je parle à mon grand-père, et les petits-enfants allaient le voir régulièrement. Et on part tout d'un coup sur l'antisémitisme. Pardon, c'est mon téléphone qui sonne, mais je vais le couper. En même temps, c'est une sonnerie qu'on va laisser parce que vous avez la Marseillaise sur le téléphone. Oui. Cela indique un amour de la France irrépressible et assumé. Oui, assumé, totalement assumé, ainsi que j'ai une autre musique sur le chant des partisans. Bon, bah tant mieux, c'est tombé sur la Marseillaise. Et un jour, enfin, au soir de sa vie, je suis en face de mon grand-père, on parle de tout, et puis je ne sais pas pourquoi la conversation va vers l'antisémitisme. Et tout d'un coup, je le vois, c'est très émouvant pour moi. Il ouvre le tiroir de son bureau et me sort une étoile jaune. Et il me dit, tu vois, j'ai toujours refusé de la porter. Et il la remet. Et il me dit, mon cousin d'Henry a lui aussi refusé de la porter. Il a été arrêté place de la Madeleine, on ne l'a jamais revu. Et à ce moment-là, il parle de tous ses cousins et alliés de la famille qui ont disparu avec en cette période-là. Et il est très marqué. Très marqué, et moi ça m'a profondément marqué de voir qu'un être que vous aimez par-dessus tout, qui a tellement vu de choses, qui tout d'un coup, en prenant cette petite étoile jaune, est au bord des larmes. Et mesure toute la déréliction et donc, que le peuple juif a traversée. Mais pour lui, être juif, c'est pas forcément appartenir à un État. Et il écrit, même au soir de sa vie, dans une émission Radioscopie avec Jacques Chancel, il dit, s'il y a l'État juif, là où on veut l'installer, c'est la guerre avec le monde arabe, c'est un État qui va se compromettre, etc. Alors naturellement, il faut regarder ça avec l'évolution du temps, et je comprends parfaitement aujourd'hui Israël. Et le recontextualiser. Alors, vous avez donc 23 ans. En 1967 a lieu la guerre des 6 jours, la victoire israélienne, mais ensuite, la conférence de presse restée tristement célèbre du général de Gaulle, puisque il manifeste là publiquement son inflexion, on va dire, anti-israélienne, pour faire très vite, avec cette formule, évidemment, très commenté depuis, sur le peuple, sur de lui-même et dominateur, d'élite sur de lui-même et dominateur. Comment votre père, qui est donc toujours un très très proche du général, réagit-il à ces propos qui peuvent légitimement le blesser? Alors, je crois profondément qu'il est blessé, j'en suis même sûr. Il est choqué. D'ailleurs, une partie de la famille, la sœur de mon grand-père, Claire Schwartz... Vous y faites référence. Donc, je cite... Manifeste son indignation. Ne croit pas, cependant, que De Gaulle est antisémite. Mon père est marqué, mais il considère que ce qui est important, c'est d'abord la politique de la France. Et que le monde moderne, la décolonisation...
a fait que la France est une puissance méditerranéenne. La géopolitique fait que il faut aussi être bien avec le monde maghrébin. Aujourd'hui, faisons un saut dans le temps. Vous êtes une des voix importantes du débat public. Vous avez presque aujourd'hui un statut de conscience morale au fond. Hein. N'exagérons pas. Si quand même, si quand même. Simone Veil l'avait aussi en son temps. Vous en êtes très proche. Qu'est-ce qui menace la France le plus? La haine. Ouais, les haines. Les haines. Ça, je suis... vous savez, je vais régulièrement dans les écoles. Je peux être en France, je me promène dans les écoles sans journaliste, sans publicité. Sans micro. Mmh. Et je suis frappé combien on vit dans un monde où on exacerbe les antagonismes et les haines. Et pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'on désespère de ne pouvoir espérer. Il y a une désespérance. On vit dans un monde que j'essaie d'approcher, où l'instantané a remplacé la réflexion, où l'illusion est plus importante que le travail bien fait. Dans un monde artificiel. Le monde du fake. Vous savez, monde du fake. Le monde du fake, du faux. Oui. Si oui, je serais frappé parce que il y a quelques jours, j'interrogeais un jeune garçon dans une école, l'université, qui avait eu son bac avec mention très bien. Remarquable. Et j'ai interrogé, dans le dialogue que l'on avait ensemble avec ses camarades, sur la culture générale, sur l'histoire. Il n'y avait rien. Et dans les propos de ce jeune, il y avait un zeste de haine à l'égard des autres. Et je l'ai naturellement embarqué sur le terrain de la religion, etc. Ce jeune n'était pas un militant religieux, mais il avait écouté et entendu, me semble-t-il, ce que un certain nombre de personnages véhiculent comme haine des religions. Alors, une histoire de famille, Jean-Louis Debré, votre nouveau livre est dédié à vos enfants, à Charles-Emmanuel, à Guillaume, à Marie-Victoire, j'en oublie aucun. Non. Voilà, et aussi à vos petits-enfants, vraisemblablement aussi. Oui, voilà. Bon. Qu'est-ce que vous leur transmettez de cette conscience républicaine et juive qui vous fonde aujourd'hui ? Je leur transmets d'abord d'être fiers de leur famille. De leurs ascendants. Deuxièmement, de retenir que cette famille a fait confiance à la France, que cette famille a choisi la France et qu'elle a choisi une France qui les respecte. Jean-Louis Debré, merci infiniment pour cette conversation à la fois historique et évidemment politique. C'est la voix d'un humaniste, une histoire de famille aux éditions Robert Laffont. C'est votre nouveau livre. Il est sorti hier. On vous souhaite une excellente fin de semaine, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Merci à vous. Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix, directeur délégué de la rédaction de l'Express.